Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Coteau-du-Lac, l'implantation d'un nouveau site de compostage en zone industrielle est accueillie favorablement. Le parc de la Seigneurie du lac Matapédia devient le parc régional Lac-Matapédia suite à des investissements de plus d'1 million de dollars. À Sainte-Luce, le comédien et animateur André Robitaille est le directeur artistique du projet immersif Sainte-Luce-sur-Mer, raconté par le fleuve. À Saint-Joseph-de-la-Rive, la papeterie Saint-Gilles tourne une page de son histoire. À Pont-Rouge, l'organisme Le Cerf-Volant soutient le développement des enfants en soutenant leurs parents. À Chandler, les jeunes de la polyvalente Monseigneur-Sévigny assistent à un défilé de mode des nations. À Sainte-Anne-des-Monts, l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud explique pourquoi il est essentiel de soutenir le garage à musique. Et pour commencer cette émission, rendons-nous à Saint-Norbert, où Hydro-Québec consulte les citoyens au sujet de son projet de transport d'énergie dans l'axe de la vallée du Saint-Laurent. Danny Bérubé, de CTB-TV. Au Québec, bien que des progrès aient été réalisés, 50 de l'énergie consommée provient toujours de sources fossiles. Pour inverser cette tendance, le gouvernement du Québec a adopté un plan ambitieux visant la carboneutralité à l'horizon 2050. Pour décarboner l'économie et répondre à la demande d'électricité qui va doubler d'ici là, il faut augmenter la production d'énergie propre et renouvelable. Pour transporter cette énergie additionnelle, Hydro-Québec projette de faire évoluer son réseau de transport principal et de le renforcer en y ajoutant des postes électriques et des lignes à haute tension sur 3 grands axes. Un de ces axes est la vallée de Saint-Laurent, où l'on construit 2 postes électriques et environ 200 km de lignes à 735 kV. En 2014, Hydro-Québec a débuté une période de consultation avec les représentants des municipalités, des Premières Nations et de différents regroupements régionaux. Le 1er mai dernier, Hydro-Québec a organisé une consultation publique à Saint-Norbert dans la Naudière pour nous parler de ce nouveau projet dont la mise en service est 2032. Afin d'en apprendre davantage sur ce nouveau projet, on écoute les chargés de projet Hélène Perrault et Benoît Descroisselles. Cet axe, aujourd'hui, le projet qu'on présente, le projet de l'axe de la vallée du Saint-Laurent, dans le fond, il répond essentiellement à 3 grands objectifs. Le premier, c'est d'accueillir une partie de cette production additionnelle, donc de la transporter vers les grands centres, dont nous sommes ici, donc toute la couronne nord, la région de Montréal, d'une part. D'autre part, on parlait d'ajouter une branche à notre colonne vertébrale. Bien, ça veut dire avoir un réseau plus fiable. Un réseau plus fiable, entre autres en lien avec les changements climatiques. On le voit, on le ressent sur notre réseau, dans vos réalités aussi. Puis, on veut un réseau plus flexible, donc un réseau qui nous donne des possibilités de diriger l'énergie là où sont les besoins. Donc, le projet de l'axe de la vallée du Saint-Laurent, il s'inscrit dans ce contexte-là. Et pour vous mettre en contexte, il se développe en parallèle de projets semblables aussi dans d'autres régions du Québec. On développe quelque chose qui ressemble au projet dont on va discuter aujourd'hui dans la région Appalaches-Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord également, et il est à prévoir que des projets additionnels vont s'ajouter dans différentes régions du Québec à l'horizon 2035. Donc, le projet de l'axe de la vallée du Saint-Laurent, ce que c'est, ces grandes composantes, c'est 3 composantes essentiellement. Donc, c'est un projet qui trouve son origine dans la région de Port-Neuf, donc pas très loin de la région de Québec. Nouveau poste qu'on installerait là, donc un poste à 735 000 volts dans la grande région de Port-Neuf.
accompagné d'une ligne qui le relierait éventuellement à un poste qui vous concerne ici, pour lequel il y a 2 emplacements à l'étude dont on parlera plus tard, et ligne qui poursuivrait sa route jusqu'à Sainte-Julienne du côté du poste Jean-Jacques Archambault, là, qui est un projet en développement. En clair, l'ensemble de l'axe de la vallée du Saint-Laurent, c'est 2 postes, un dans la région de Portneuf, un dans les régions ici, puis une ligne en 2 tronçons, donc entre les 2 nouveaux postes, puis entre le poste ici et le poste Jean-Jacques Archambault, pour un total d'à peu près 200 km de ligne. Quand on arrive dans la MRC d'Autrey, c'est là qu'on a 2 emplacements de poste qu'on propose. Un emplacement de poste qu'on appelle l'emplacement A1, qui est situé à l'intérieur du territoire de la municipalité de Saint-Norbert, puis un emplacement de poste A2 qui est situé à Saint-Cuthbert. Puis de ces 2 emplacements de poste-là, les lignes repartent, et donc la ligne repart et s'en va jusqu'à Sainte-Julienne, au poste Jean-Jacques Archambault, qui est projeté, qui est actuellement là, en processus d'autorisation. Donc, c'est ça le projet qu'on propose actuellement. C'est un projet, évidemment, pour lequel on consulte dans le but de l'optimiser, de le bonifier. Et aussi, il va falloir faire un choix par rapport à l'emplacement A1 ou A2. Pour en apprendre davantage ou pour donner votre avis sur ce projet, vous pouvez consulter le site Internet affiché à l'écran et faire une recherche en inscrivant le mot « Lanaudière ». C'était Danny Bérubé pour CTB TV. Chantal Bédard de C'est sûr.tv nous informe que les élus et les citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges accueillent favorablement le site choisi pour l'implantation d'un nouveau centre de compostage. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a dévoilé le 24 avril dernier le lieu retenu afin d'implanter un centre régional de compostage. Le directeur général de la MRC, Alexandre Lambert, nous donne plus de détails. On parle d'un nouveau site, d'un nouveau lieu. Quel est-il? En fait, pour le centre de compostage, là, où on va traiter les matières organiques de la région, la MRC a identifié un site là, en zone industrielle à Coteau-du-Lac. Donc, on parle du parc industriel de Coteau-du-Lac. C'est un site qui a été identifié en tirant les leçons là, des différentes consultations qui avaient été faites dans les dernières années sur des moutures antérieures du projet, où les citoyens ont clairement identifié là, leur volonté de voir une telle activité se situer davantage dans une zone industrielle. Donc, la recherche a été faite dans ce sens-là et c'est pour ça qu'on a identifié ce site-là à Coteau-du-Lac. Et la MRC a adopté une résolution pour une offre d'achat conditionnelle à un terrain privé. Là. Exactement. Donc, on a contacté les propriétaires des terrains du parc industriel qui ont accepté là, de nous faire d'entrer en relation avec nous pour une offre d'achat conditionnelle là, qui vise à l'acquisition du terrain nécessaire là, pour la construction du centre de compostage. Quels sont les avantages pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges de gérer son propre centre de compostage? Mais en fait, c'est pas un avantage pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, mais c'est un avantage pour la communauté de Vaudreuil-Soulanges. D'abord, ça a des avantages environnementaux parce qu'on évite de produire du méthane dans les sites d'enfouissement. Enfin, c'est aussi un avantage puisque, en se dotant d'une infrastructure sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, on réduit aussi considérablement les coûts de transport qui sont liés à la gestion de ces matières organiques-là. Et si on parle des prochaines étapes là, sur une ligne du temps, là, parce que là, on est encore au tout début de la gestion de ce projet-là, quels sont-ils? Bon, d'abord, il est certain que dans la sélection du site qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a tenu compte des consultations qui ont été faites préalablement, mais ça ne nous empêche pas, ou plutôt ça ne nous enlève pas l'obligation d'informer la population de façon précise de ce projet-là. C'est sur la télé s'est déplacé à la séance d'information publique qui s'est déroulée le 6 mai dernier au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac afin de présenter le projet aux citoyens désirant en savoir plus. Vous voyez ça de quel œil, ce projet? Bien, je pense que c'est bon pour la région parce que le point avait déjà été soulevé. T'sais, bon, il y a eu des agriculteurs qui étaient dans la salle. Il y a eu... La MRC a fait son devoir, elle a regardé dans la région s'il y avait une possibilité. Le fait que ça s'en vienne chez nous, bien, je pense que c'est bon. C'est un beau projet pour l'environnement, puis c'est un beau projet collectif. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui est présenté par la MRC? Oui, je suis satisfaite, d'autant plus qu'il y a 2 ans, on avait travaillé fort parce que ça devait être sur un site par-dessus l'Esquerre et en zone agricole. Donc, je ne peux pas être plus satisfaite que là, ça aille dans un parc industriel comme on l'avait demandé à l'époque.
Comme citoyens, on s'était opposé en raison du risque de contamination des eaux souterraines. Alors, avec cette troisième mouture, on voit que la MRC a fait ses devoirs. Le projet est dans un endroit sécuritaire et propice, tel qu'on le demandait, et aussi dans un parc industriel. Alors, à notre point de vue, le projet est satisfaisant. L'équipe de la MRC de la Matapédia était à la conférence de presse annonçant des investissements de plus d'1 million de dollars au parc de la Seigneurie du lac Matapédia, qui devient le parc régional Lac Matapédia. La MRC nous a invités plus tôt cette semaine à assister à une conférence de presse. Un investissement de plus d'1 million de dollars sera fait dans les 3 prochaines années au parc de la Seigneurie du lac Matapédia, qui change de nom aussi. On vous laisse écouter le topo pour découvrir tout à ce sujet. Bien, les investissements, évidemment, je pense que c'est important de dire merci à nos partenaires. On voit que c'est quand même un projet d'un peu plus d'1 million de dollars au global. On a quand même un investissement à la MRC. Si vous voyez, nos partenaires financiers viennent à 80 % du coût de projet. Ce n'est pas rien. Donc, évidemment, on voit là, le ministère du Tourisme par différents créneaux, l'Association des parcs régionaux du Québec, au niveau du plan montagne aussi, Tourisme Gaspésie qui est là. On a aussi le ministère des Affaires municipales par le Fonds Région et Ruralité, puis on a d'autres sommes aussi, d'autres financements qu'on a réussi à aller chercher. Fait que tout ça pour dire, bien, pour la MRC, dans le fond, c'est un investissement de 209 695 $ sur le 1 million. On est très, très heureux de pouvoir faire ce projet-là parce que je pense que le moment est bien choisi. On a commencé à réfléchir au bon moment aussi pour être capable d'offrir quelque chose parce que Anne-Julie va aller plus loin. Vous allez voir, c'est bientôt le début des travaux. Donc, on a 2 phases de projet, mais qui se déclinent en des grands morceaux. Donc, premier chantier d'importance, c'est au niveau de l'image de marque. Donc, on n'en avait pas. C'était un petit peu confondu avec la MRC. On avait des panneaux privés, on avait beaucoup d'ajouts. Puis là, on se disait, bien, ça nous prend un lien fort pour que les visiteurs et les usagers comprennent il est où le début et la fin du parc régional du lac Matapédia. Donc, on a travaillé encore une fois avec nos consultants, là, la coopérative Le Pic-Bois en aménagement, qui nous ont aidés à créer une image de marque qui se veut vraiment coller sur un peu notre stratégie de design durable, c'est-à-dire on vise à ce que ce soit simple, épuré, actuel, malléable aussi, qu'on puisse en faire bénéficier aux partenaires sur le territoire, parce que la MRC, oui, est gestionnaire du territoire, mais on a beaucoup d'intervenants sur place. On a des pourvoyeurs, on a des bénévoles qui opèrent des entreprises, qui opèrent en fait des sentiers de ski de fort, de raquettes. Donc, c'est pas la MRC qui opère ces produits-là, mais nous, on offre le territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est de leur offrir du visuel aussi de qualité pour permettre qu'ils se rattachent à la marque du parc régional, puis pouvoir aussi les faire voir là, au niveau provincial. Tout ce qui concerne la signalisation routière, tout ce qui concerne les bandes kilométriques en sentier et aussi nos cartes, donc vont être harmonisées. On est en train de les développer justement avec la coopérative Le Pic-Bois. Donc, on a des niveaux, donc toute la route Soucy, là où le parc est traversé, on va avoir une ligne de signalétique qui répond aux besoins. Super simple, mais en fait qui dirige nos visiteurs. Parce qu'il y avait un enjeu où les visiteurs, les gens qui ne connaissent pas beaucoup le parc, étaient anxieux de se trouver dans le parc, puis disaient, bien, c'est super grand. Quand est-ce qu'on arrive? On ne sait pas trop, est-ce qu'on est encore dans le parc? Est-ce qu'on est juste sur des chemins forestiers? Donc, ça va vraiment être une ligne là, complète qui va être développée. Ensuite, un autre travail qu'on veut faire aussi dans l'ensemble du parc, c'est harmoniser notre mobilier urbain. Donc, avoir du mobilier qui va passer du rustique. On avait vraiment, ce qui était là à l'époque, c'était du rustique qu'on faisait nous-mêmes. On va y aller maintenant avec du mobilier qui est plus épuré, intemporel, avec des matériaux durables qui sont faits de manière professionnelle. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on va mettre. On va mettre des bancs, des chaises longues, des tables à pique-nique. On va aussi penser à du mobilier accessible en vue de développer éventuellement des produits qui sont accessibles à mobilité réduite aussi.
Donc, on prépare la table. On va aussi ajouter des compteurs d'usagers. Donc, le parc est en accès libre public. Donc, il y a 2 entrées, même 3 du côté de Saint-Vianney aussi. Les gens peuvent y accéder n'importe quand. Il n'y a pas de poste de payage. Il n'y en aura jamais non plus. C'est pas vers là où on s'en va. On a le secteur d'accueil à développer. Donc, présentement, le parc régional n'a pas de secteur d'accueil officiel. On a 4 postes d'accueil, dans le fond, 4 secteurs de randonnée qui sont quand même bien entrés dans le parc. Donc, il faut le savoir pour s'y rendre. Donc, on va développer un secteur d'accueil à l'entrée du parc sur la route Soucy qui va être accessible, libre-service, et on vise que ce soit accessible 4 saisons, éventuellement. Pour le moment, on n'a pas de produits hivernaux que la MRC gère, mais il y a quand même des activités ski de fond, raquettes, motoneige. Donc, le secteur d'accueil, c'est un secteur stratégique où toutes ces activités-là vont se rencontrer, de même que la randonnée. Donc, ce secteur-là, il va avoir un nouveau stationnement, un pavillon. On a une inspiration ici, là. On regarde pour travailler des devis là-dessus. On va avoir des toilettes écologiques accessibles, table de pique-nique et bancs aussi accessibles, avec les cartes générales du parc qui va avoir tous les secteurs, les informations sur la sécurité et tout. On a eu une opportunité de développer des aires de jeu, de les mettre aux normes aussi, pour les tout-petits. Donc, dans nos secteurs d'initiation au plein air, qui sont Baie-Charlie et Pointe-Fine, on va développer des aires de jeu très minimalistes, mais qui vont permettre aux tout-petits d'y trouver le compte, d'apprendre à grimper, courir, se tenir en équilibre. Donc, ils vont acquérir des aptitudes qu'on espère qu'ils vont utiliser par la suite là, pour venir dans le parc. Donc, on va en développer 2. Puis, finalement, un autre point important, on n'avait pas, nous, d'infrastructure ni de matériel d'entretien proprement à nous sur le territoire. Donc, on va, dans le secteur d'accueil, avoir un bâtiment d'entretien là, pour permettre à nos préposés d'être directement sur le terrain, d'être capable de réparer nos infrastructures, puis de s'y rendre rapidement aussi. Là, donc, ça fait partie du projet. Voici un peu l'échéancier de réalisation. Donc, c'est ça, on a des chantiers qui sont déjà commencés. Images de marque, plans et devis pour la signalisation. Ça, c'est déjà entamé, ça va se terminer au mois de mai. On a ensuite l'installation, l'aire de jeu de plein air qui va commencer en juin, devrait se terminer autour de juillet. Donc, les 2 aires de jeu, Baie-Charlie et Pointe-Fine, devraient être prêts pour cet été. On va avoir l'installation de la signalétique qui devrait être au courant d'été aussi. 2025, peut-être se terminer en 2026, à voir. On a l'aménagement du mobilier urbain qui va débuter juillet 25, qui peut s'étendre jusqu'en 26. Et le développement des secteurs d'accueil et d'entretien, ça va être 26-27. Donc, on y va en étapes comme ça pour une réalisation complète, là, 2027. On a très hâte de vraiment débuter les travaux sur le terrain. Puis on a encore plus hâte que tout ça soit réalisé, d'accueillir les visiteurs, d'accueillir les usagers sur place au Parc régional du lac Matapédia, renouvelé, mis à jour. Donc, merci beaucoup. Une nouvelle expérience immersive d'envergure sera présentée dès cet été à Sainte-Luce-sur-Mer et Marc Després de la télévision de la Métis était au début des travaux d'aménagement de cette nouvelle attraction. Eh bien, aujourd'hui, avec la compagnie Incognito, on lance officiellement, c'est la première pelletée de terre pour ce projet ici du côté de Sainte-Luce. Donc, Micheline, comment on se sent? Ah, mais on est très fiers et fébriles, effectivement. Là, on lance vraiment les travaux qui vont débuter là, sous peu pour justement mettre en place ce beau projet là, de Sainte-Luce-sur-Mer raconté par le fleuve. Projet qu'on travaille depuis presque au-dessus d'un an et demi avec le collectif Incognito, avec différents partenaires aussi qui se sont impliqués. Ça fait qu'on est content aujourd'hui là, de se dire, oui, bien, c'est plus juste un projet, là, c'est réel, ça se met en place pour l'été 2025.
Et il faut dire aussi que plusieurs de vos partenaires, justement, ont pris le temps de se déplacer aujourd'hui. Oui, on est très heureux de ça. Le gouvernement du Québec, représenté par notre ministre régional, Maïté Blanchette-Vézina, notre député, Pascal Bérubé, le préfet, la Caisse des Jardins aussi, qui sont des partenaires financiers importants. On a aussi la SADC. Ça fait qu'on est très heureux là, de l'engouement de toute la population. On a beaucoup de jeunes de la population qui sont présents, des organismes de Sainte-Luce aussi. Ça fait que je pense que ça va vraiment être un beau projet pour nos citoyens, pour attirer les visiteurs, mais je pense aussi pour toute la région parce que je pense que ça va vraiment dynamiser notre région, là, puis donner un souffle nouveau aux attractions touristiques. Puis c'est bon aussi pour la vitalité économique de notre municipalité puis de la région. Et André Robitaille, donc vous y travaillez depuis au moins 1 an et demi. Oui. Donc tranquillement, avez-vous rencontré beaucoup d'embûches? Non, parce qu'on avait la même ambition. Moi, j'ai suivi l'ambition de l'équipe de Micheline. J'ai écouté les gens d'ici avec mon équipe aussi. Moi, je suis pas d'ici, alors j'ai un grand respect pour les citoyens d'ici. Et je veux que les citoyens de Sainte-Luce-sur-Mer se retrouvent dans leur lieu, qui ne sera pas défait. Au contraire, il va être juste valorisé. Ça va être plus beau, on va être mieux, mais on va aussi valoriser ce qu'il y a derrière nous qui est extraordinaire. Ça, j'y tiens. Et garder, évidemment, les visiteurs, ça faisait partie des objectifs. Mais avant tout, je suivais la locomotive qui est Micheline et son équipe. Parce que loin de moi l'idée d'arriver avec mes gros sabots puis mon équipe, alors qu'on vient d'ailleurs, je voulais juste écouter les gens d'ici pour que ça fitte, pour que ça marche avec les gens qui y vivent. Et à ce moment-là, donc, vous avez sûrement vu les esquisses jusqu'à maintenant. Donc, pour vous, ça répond aux attentes? Bien, moi, c'est concret dans ma tête, là. Oui, ça répond aux attentes. Puis oui, j'ai vu les croquis parce que je les ai dirigés. Alors, je fais la direction artistique du projet, tu vois, mais je suis entouré d'artistes exceptionnels qui mettent la main à la pâte. Mais ça prend quelqu'un qui a le volant dans les mains parce que sinon, on se perd. Fait que c'est pour ça qu'on est un bon duo, une bonne équipe. Mais effectivement, moi, tout ça est très clair. Tout ça est endossé aussi par les citoyens. Ça, c'est important. On les a rencontrés, on leur a expliqué et c'est endossé par les partenaires que vous avez rencontrés aujourd'hui. Et à ce moment-là, donc, si on le résume un peu, on peut s'attendre à quoi? Bien, là, on a les 2 pieds dans un jardin qui va être magnifique, un jardin qui va être aussi scientifique. Alors, ce jardin où on peut venir faire un pique-nique, qu'on peut évidemment observer le fleuve, qu'on peut prendre un petit verre de vin, qu'on vient finir notre journée, qu'on vient commencer notre journée, parce qu'on est de passage, parce qu'on y vit. Alors, ça, ici, on a un magnifique jardin qui va valoriser l'espace. Des balançoires derrière moi qui sont là. Derrière vous, il y a une balustrade, une tribune qui va s'installer pour pouvoir profiter d'une projection sur l'arrière de l'église. Projection d'un film qui va raconter et qui va être inspiré par la tragédie de l'Empress of Ireland qui a eu lieu ici, à 8 km, juste derrière nous, en face de Sainte-Luce. Le quai aussi va être valorisé. Il va y avoir un espace qui va rappeler les goélettes qui en faisaient un trafic à l'époque ici, sur le fleuve. Bref, vous entendez que c'est sur mesure pour le lieu. C'est Sainte-Luce, Sainte-Luce-sur-Mer, qui est raconté par le fleuve. Ça sera ça jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un projet unique? Ben oui. Oui, parce qu'il est sur mesure. Alors, il ne peut pas être ailleurs. Il est installé sur les lieux et il est sur mesure, puis il est déjà commencé. Et en tant que mairesse, donc, vous aussi, vous y rêvez depuis un certain temps, donc ça s'en vient? Bien oui, ça s'en vient. C'est pour ça qu'on tenait à souligner cette étape-là du début des travaux, parce que ça concrétise le travail qui est fait depuis plusieurs mois pour nos citoyens aussi. Puis, on s'attend là, à l'été 2025, on va être là, toute cette belle gang, pour couper le ruban. On est dans un projet réaliste avec un si court délai? Hey, je ne serai pas ici, hein? C'est ça qu'on va faire. Puis c'est pas un court délai parce qu'on a commencé depuis longtemps. Et l'information est transparente pour les citoyens aussi, puis ils le savent. Alors, il n'y a personne qui est surpris un matin. On avait juste hâte d'être ici. Bref, on compte quasiment les dodos. Presque quelques dodos, mais non, c'est ça. Ça va se mettre en place à l'été, puis on est très heureux de ça. Puis on a mis beaucoup d'énergie, justement, pour que ce ne soit pas un projet qui traîne en longueur, puis qui prenne 10 ans à se mettre en place. On voulait que
on embarque dedans. On a été chercher des partenaires financiers. On a eu, tu sais, la belle subvention du Parit aussi. Donc, tu sais, on voulait que ça se fasse assez rapidement puis qu'on puisse passer à cette étape-là puis qu'on voit vraiment les résultats du travail qui est fait aussi, là. Et de votre côté, bien, vous venez de trouver votre pelle pour quelques travaux, là. Moi, je commence mon jardinage. Je l'aurai commencé ici, puis je vais le finir chez nous. Merci à vous. Hein. Bien, ça me fait plaisir et on se souhaite un bel été. Puis je pense que tout le monde a bien hâte de voir les résultats. Oui, on a bien hâte, mais nous, on sait à quoi ça va ressembler, puis ça va être très beau. Puis moi, je dis toujours, il n'y aura pas un autre projet comme ça en Amérique du Nord. Ça va vraiment être exceptionnel. Donc, promesse de Micheline. Promesse de Micheline. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Mathieu Larivière de TVCO s'est rendu à la réputée papeterie Saint-Gilles, à Saint-Joseph-de-la-Rive, qui développe de nouveaux marchés tout en conservant sa vocation artisanale. Nichée au cœur de Saint-Joseph-de-la-Rive depuis plusieurs décennies, la papeterie Saint-Gilles célèbre cette année ses 60 bougies. Le président du conseil d'administration, M. Claude Bellé, explique la réflexion qui a mené à la restructuration de la papeterie au cours des dernières années. Moi, quand je suis arrivé en 2019, c'était quand même fragile là, au niveau de la papeterie. Hein. On était dans un cycle où vraiment tout avait vécu longtemps sur la vente de sérigraphie, la vente de produits de luxe, mais qui faisait plus ses chiffres à ce moment-là. Ce qui fait qu'on avait besoin de renouveler puis de repenser le projet. Et repenser le projet, c'est comment aussi revenir quelque part à l'essence. C'est-à-dire, on est une papeterie. On est une papeterie dont la mission, depuis 60 ans, c'est de produire un papier fait main, artisanal, unique, quelque part. M. Bellé soutient que le papier artisanal, qui est produit majoritairement à partir de coton, demeure encore à découvrir pour de nombreux Québécois. C'est quelque chose qui est peu connu. Oui, c'est un groupe très récent. Fait que l'effort qu'on fait aujourd'hui, puis ce conseil d'administration, c'est sur quoi il s'est mobilisé, dans le plan de commercialisation, dans un plan aussi de philanthropique, c'est vraiment de faire connaître la papeterie, faire connaître ces produits-là et d'aller vers des nouvelles clientèles comme telles. La saisonnalité de la production de l'entreprise a été repensée afin de pérenniser les opérations qui pourront assurer sa survie. La papeterie est une activité très saisonnière. C'est-à-dire qu'on est très actif pendant l'été, puis pendant l'hiver, c'est en sommeil, un peu en hibernation. Puis ça, c'est des choses qui sont très locales. On va dire, dans Charlevoix, on est très associé au tourisme, puis c'est saisonnier, souvent, tout ça. Alors, ça donne un certain niveau d'instabilité, autant sur le plan des activités, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui doit être préservée d'année en année en leur donnant un petit congé, en leur disant reviens. Donc, c'est toujours un petit peu instable sur le plan des opérations. Oui. Puis aussi sur le plan des revenus, forcément, parce que d'une année à l'autre, c'est jamais la même saison. Donc là, l'idée, c'est de stabiliser tout ça. Donc, de ne plus dépendre de la saisonnalité, donc de faire de la production de papier à l'année. Dans cette optique, l'équipe de professionnels tente de développer ses relations d'affaires. Donc là, on se structure sur 4 nouveaux marchés. Donc, il y a à la fois l'imprimabilité, donc tous les imprimeurs, les objets corporatifs, les objets dérivés, les objets souvenirs, si on veut. Puis après ça, on a les détaillants, comme les Homer de Serre et les Renaud Bré, qui, eux, vendent le papier. Donc, ces 4 marchés différents-là, on essaye de les approcher pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Pierre-Laurent Salin de l'Étoile explique qu'il peut être pertinent de tenter sa chance là où la papeterie n'est pas nécessairement attendue. On a développé finalement des axes qui sont quand même stratégiques auprès des universités, parce qu'au Québec, on a plusieurs universités, on a plusieurs étudiants. Ces diplômes que ces étudiants vont chercher à la fin d'un parcours scolaire, bien, ils ont envie de le garder toute leur vie. Donc, pourquoi pas l'imprimer sur un papier fait localement? Puis on découvre que finalement, les universités ne sont pas tout à fait très sensibles à ça dans les dernières années. Mais aujourd'hui, quand on leur dit hey, « D'ailleurs, votre papier, il vient de où? » Puis là, les gens sont « ça. » Mais d'ailleurs, le Québec, on en fait ici du papier. Ça, si vous voulez, on pourrait vous en faire un de très haute qualité, fait à la main. On pourrait vous le personnaliser aussi avec certaines couleurs, avec des incrustations de certaines choses, un filigrane à l'effigie de votre logo universitaire. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on travaille avec vous? Fait que là, ils sont très, très à l'écoute de ça.
On est quand même content parce que ça nous met un peu le pied dans la porte, mais l'Université Laval nous a donné le contrat d'imprimer leur doctorat honorifique pour la session printemps 2025. Donc là, on est fiers de pouvoir offrir à ces doctorants-là un beau diplôme fait localement au Québec. Donc on est vraiment contents. Puis là, ça va donner évidemment l'exemple pour d'autres universités qui vont vouloir nous suivre. D'autres projets voient également le jour au sein du Centre de production artisanale. En fait, on est aussi en train de développer des nouveaux produits dérivés. Donc, on parlait tout à l'heure de ce que les HEC nous orientaient vers d'autres marchés. Mais les produits dérivés, c'est une façon aussi de démontrer le potentiel de ce qu'on peut faire avec le papier. Comme les entreprises, on leur offrirait des feuilles, ils ne sauraient pas trop quoi faire avec. Là, on leur dit, regardez, là, on a des petites enveloppes pour les cartes cadeaux ici. On a aussi des pads pour prendre des notes. Donc ça, c'est des objets dérivés qui peuvent servir auprès des entreprises pour des cadeaux corporatifs. Donc vous arrivez avec la créativité, là? Exactement. C'est le but parce que c'est sûr que les gens ne sont pas forcément tous équipés pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec le papier. Fait que là, on leur montre qu'est-ce qui est possible de faire. La papeterie Saint-Gilles a aussi entrepris des démarches afin d'obtenir une certification officielle pour l'impression de son papier. On a fait une étude avec le HEC l'automne dernier pour vraiment venir étayer puis soutenir tout notre plan de commercialisation. Et là, de vraiment aller revoir au niveau des différents enjeux, des différents marchés qui nous seraient accessibles. On a ciblé 5, quelque part, de ces marchés-là. Puis le plus important de ces marchés-là, c'est le marché des imprimeurs. Même si ça a diminué dans les dernières années, ça demeure quand même un marché de plus d'1 milliard, quelque part, qui est là. Puis si on peut aller chercher une petite tranche de ce marché-là, il y a quelque chose d'important pour la papeterie. Mais pour y arriver, il nous faut arriver avec un certificat d'imprimabilité de notre papier, un certificat qui fait que les imprimeurs sont dit « Je peux utiliser votre papier, puis je ne mets pas en danger ou en péril mes équipements. » Quand on a commencé, puis on a réalisé des travaux importants avec les gens d'une équipe de cascade qui sont venus ici, qui ont travaillé avec nous, on avait un papier qui faisait énormément de poussière. Ce qui fait que les imprimeurs, de voir rentrer notre papier dans sa note, ils ne voulaient pas, parce qu'ils disaient, écoutez, tu peux tout défaire mon imprimante, puis tu peux tout la nettoyer pour recommencer après. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est exceptionnel qu'on peut faire rentrer chez les imprimeurs. Là, le travail qu'on fait avec 2 équipes de certification, avec les gens de cascade qui continuent à nous soutenir là-dedans, on est tout prêt, quelque part, d'aller chercher une certification. C'est pour ça que, dernièrement, que la MRC nous a soutenus par le biais du Fonds régional de la capitale nationale. Ils nous ont accordé un montant de 76 000 pour venir soutenir tout ce processus-là. Marianne Fourcadeau, coordonnatrice de la boutique, soutient toutefois que la hausse attendue de la production ne viendra pas affecter les caractéristiques du papier emblématique. Je veux rassurer tout le monde. En fait, depuis qu'on parle de commercialisation, les gens qui en ont entendu parler, il y a des gens, des amoureux du papier qui se disent « Mais là, allez-vous perdre votre essence? Allez-vous commencer à faire du papier commercial? » Non. Premièrement, on le fait toujours à la main. Même des papiers un peu plus standardisés n'arriveront jamais à être complètement... ils ne seront jamais plates, là, parce que tout est fait à la main, à l'unité. Et aussi, ça nous permet de penser qu'il va y avoir une commercialisation qui nous fait une entrée d'argent un petit peu plus stable, va nous permettre aussi de continuer à développer des choses intéressantes. Puis récemment, j'ai une belle complicité avec les papetiers. On a expérimenté avec de la quenouille, on a expérimenté avec d'autres couleurs. Puis ça, pour faire des petites gammes de produits qui vont être disponibles juste à petite échelle, en boutique, à la main, du début jusqu'à la fin. Cette partie-là, c'est parce qu'on veut la garder, c'est parce qu'on veut continuer à innover sur place que l'autre volet, on pense, va essayer de nous stabiliser un peu là-dedans. Marie-Dominique Beaulieu, administratrice de la papeterie, est chargée des célébrations du 60e anniversaire de l'organisation. Elle explique qu'un brunch hommage philanthropique sera organisé le 21 septembre prochain à l'hôtel Le Germain de Baie-Saint-Paul pour souligner ce tournant important. On veut vraiment rendre hommage. C'est 60 ans. C'est un patrimoine aussi, il faut le dire. C'est un patrimoine bâti. On est dans cette belle petite école qui a été rénovée grâce à une première campagne philanthropique et des subventions, mais c'est un patrimoine culturel.
Monseigneur Savard était un écrivain. Vous êtes ici, vous voyez les tableaux, on écrit de la musique sur du papier. Puis c'est aussi, justement, un savoir-faire. On est la seule, maintenant, papeterie artisanale au Canada, en fait, même pas au Québec. Alors, c'est quand même quelque chose. Madame Beaulieu témoigne d'un volet parfois méconnu, mais essentiel du financement des organisations culturelles comme celle de la Papeterie Saint-Gilles. La philanthropie, le but, c'est de soutenir. Hein, les gens, on donne pour des causes qui nous tiennent à cœur. On donne à des gens qui sont, dans le fond, le reflet de causes qui nous tiennent à cœur. C'est sûr que nous, c'est le patrimoine, donc le patrimoine bâti, l'art. On aura beau dire, le papier est à la source de l'expression artistique humaine. C'est donc des gens qui sont intéressés à soutenir ça. Vous savez, on n'a pas besoin d'être riche pour donner, on a juste besoin d'être généreux. C'est quelqu'un qui me disait ça, puis je trouve que c'est vrai. Puis on n'a pas besoin de faire des gros dons. Les gens auront la possibilité, puis c'est pas nécessaire d'être des gros dons pour soutenir une cause. À l'aube de l'été qui arrive à grands pas, l'équipe de la papeterie s'attend à une saison touristique favorable. On pense qu'on va avoir un tourisme important parce que les gens semblent pouvoir faire le choix de rester au Québec puis de venir nous visiter, comme on l'a vécu un peu quelque part autour de la COVID et tout ça. À un moment donné, ça a généré une activité touristique importante. Peut-être moins de gens qui vont aller aux États-Unis, qui vont rester ici, des gens qu'on va revoir et on s'attend même à du tourisme américain. Donc, ça vous donne l'énergie pour développer de nouveaux projets? Tout le temps. Moi, j'en manque pas, là. Tu sais, le papier, j'y crois. La coordonnatrice estime que le papier ne pourra jamais effacer complètement la technologie, d'où la mission de valorisation de la papeterie Saint-Gilles. Ça évoque un romantisme et aussi une sensualité, un ancrage dans les sens, c'est incarné. Qu'il y a des gens, on en manque, on le sent ce manque-là. On se sent un peu trop connecté autrement, déconnecté de la matière. Et ça, ça revient. Et de toute façon, ça fait longtemps que j'en parle. On va vivre un peu les conséquences de la technologie que j'aime beaucoup, mais on a besoin d'un équilibre. Et les grandes inventions ont été écrites sur papier. La technologie commence à quelque part par le papier. Une façon de se reconnecter, en quelque sorte. Et oui, voilà. Il va toujours avoir des supports d'écriture. On a besoin de notre corps. on est des êtres de chair, et ça, on ne peut pas le nier. La saison touristique de la papeterie Saint-Gilles débute officiellement le 15 mai 2025. Pour davantage d'informations, la population est invitée à consulter le site web de l'établissement. Depuis 25 ans, le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf, le Cerf-Volant, offre des services aux familles et Danique Julien de CJSR discute des services qui sont offerts aux enfants et aux parents en compagnie de l'intervenante Catherine Bilodeau. Au Cerf-Volant, on donne toutes sortes de formes de soutien aux familles. On donne beaucoup d'activités parents-enfants. Donc, c'est des ateliers que les familles peuvent venir passer du temps de qualité avec leurs enfants. Donc, ils vont avoir des groupes où ils vont pouvoir participer à, par exemple, des activités de bricolage, des activités de stimulation du langage ou sur le développement. Donc, toutes des activités qui peuvent favoriser le développement des enfants, mais en même temps de donner un moment où les familles peuvent socialiser ensemble puis avoir accès à toutes sortes de formes de soutien. Diverses activités en groupe sont offertes aux parents avec ou sans la présence des enfants. Le Cerf-Volant offre aussi aux parents du soutien individuel. Donc, il s'agit de courtes rencontres. En durée aussi, on parle d'environ des suivis de 4 à 5 rencontres maximum. Puis l'objectif, c'est de vous outiller pour faciliter votre rôle de parent. Donc, que ce soit des problématiques, par exemple, un enfant qui a de la difficulté à suivre des consignes, l'heure du dodo ou l'heure des repas est difficile. Ça peut être aussi quand on ne sait pas comment accueillir les crises d'un enfant. Donc, on donne des outils et ça aussi, c'est gratuit pour avoir du soutien là, dans son rôle parental. Là, je pense que ça vaut la peine des fois d'aller chercher du soutien puis de ne pas attendre que la situation devienne compliquée là, pour venir chercher de l'aide.
Des conférences sont offertes gratuitement sur des sujets tels que l'éducation positive, l'estime de soi des enfants, la collaboration et la gestion des émotions. Ces conférences-là sont gratuites, elles sont ouvertes à tous. Et puis actuellement, on vient de débuter une série de conférences en collaboration avec le Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier. Les services, pour la plupart, sont gratuits ou à très faible coût. Par exemple, on a des activités de bricolage où on va demander 2 ou 3 $ pour une contribution là, finalement au matériel qu'on utilise. Sinon, c'est gratuit, mais on demande aux familles d'être membres au coût de 5 $ par année. Des fois, on nous prend pour un organisme qui s'adresse seulement aux familles qui sont parfois en situation de précarité financière, mais ce n'est pas le cas. On est vraiment un organisme qui s'adresse à toutes les familles de la région, sans exception, mais en offrant des services de qualité, mais à faible coût. Puis un autre service de soutien qu'on offre également, là, qui peut être complémentaire au Triple P ou vraiment à part, ça s'appelle le programme Team Parents. Donc, équipe parents, ça veut dire vraiment favoriser la collaboration entre les coparents. Donc, l'objectif, c'est d'offrir du suivi, du soutien pour les parents qui désirent améliorer leur communication ensemble, peut-être mieux se départager les tâches de la vie de famille, avoir peut-être une meilleure cohérence sur l'éducation qu'ils veulent offrir à leurs enfants, parce que des fois, chaque parent a sa façon de faire de la discipline, mais ça peut être un endroit, un espace pour réfléchir à ce que les parents veulent offrir comme éducation, puis réfléchir aux valeurs qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. L'objectif, c'est pas de faire de la thérapie de couple, donc c'est pas d'attendre que ça aille mal, donc c'est vraiment de prévenir la situation en se donnant des bons outils dès le départ. La Semaine québécoise des familles a lieu du 12 au 18 mai prochain. Diverses activités seront offertes durant cette semaine, entre autres un atelier sur la gestion du budget familial. On a une invitée qui vient de l'ACEF. C'est un organisme d'économie familiale. Donc, cet atelier qui est gratuit va permettre aux familles de savoir un petit peu mieux comment organiser leur budget. Ça aura lieu le 13 mai de 9h à 10h30. Donc, le jeudi 15 mai, il y aura une matinée libre de 9h à 11h30. Belle occasion pour venir jouer dans la salle de jeu. On va monter des parcours moteurs, créer des espaces de bricolage, offrir une collation puis d'autres surprises pour les familles. Il nous reste également des trousses d'activités si les gens veulent s'en procurer. On a monté des trousses avec du matériel de bricolage, des idées d'activités à faire avec les enfants. Donc, c'est une trousse qui est gratuite, qui peut vous être remise. Vous avez juste à la réserver puis passer la chercher à nos locaux. Et puis pour chaque famille qui va soit se procurer une trousse ou qui va venir participer aux activités de la Semaine québécoise des familles, on va faire tirer un prix. Donc chaque participation vous donne un coupon qui vous donnera la chance de gagner un prix de participation. Le Cerf-Volant prépare sa programmation d'été. Celle-ci devrait être disponible à partir du 13 mai. On va offrir des activités aussi, autant parents-enfants que pour les parents là, durant l'été. Donc, ça, c'est à venir pour nous. Si, par exemple, vous attendez un enfant ou que les enfants sont déjà présents, n'hésitez pas à venir nous rencontrer parce qu'on a vraiment une multitude de services qui peuvent vous aider à bien vivre cette période de parentalité. Puis, comme je vous dis, c'est gratuit, mais c'est vraiment des services de haute qualité. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir découvrir ce qu'on offre. Valérie Pinault de Télévague était à la polyvalente Monseigneur-Sévigny à Chandler à l'occasion d'un défilé de mode des nations organisé par le service d'accueil des nouveaux arrivants. Dis-moi donc, ça vient où l'idée d'avoir créé un défilé des nations? Alors, l'idée du défilé des nations, elle vient des jeunes de la brigade Repère pour sensibiliser les autres élèves à la diversité culturelle. Comment ça va se dérouler? Eh bien, on a une dizaine de personnes, une dizaine de pays qui nous ont prêté des vêtements de différentes nations. Puis on a une quinzaine d'habits en tout, puis une dizaine de jeunes de la brigade qui vont défiler sur le stage pour nous montrer ces habits du monde. On va avoir, comme on a une présentation derrière qui explique c'est quoi le pays, c'est quoi les langues qui sont parlées, c'est quoi la capitale, et puis une explication du vêtement, à quoi il sert. Est-ce que ça se porte dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose pour les cérémonies? Oui. Le rôle de la brigade Repère, exactement, c'est quoi?
Alors la brigade repère, elle a 2 rôles. Le premier, c'est d'accueillir des jeunes qui viennent soit d'autres pays, soit de l'extérieur de la Gaspésie, puis qui rentrent à l'école secondaire ici, parce que c'est quand même toujours plus rassurant d'être accompagné quand on arrive dans une nouvelle école. Puis ça a été le cas l'année dernière avec 2 jeunes qui venaient de Tunisie. Puis quand il n'y a pas de jeunes qui arrivent de l'extérieur, c'est de monter des activités de sensibilisation. On a fait un quiz sur le monde, on a le défilé des nations là. Il y a eu quelque chose aussi peut-être sur les bonbons du monde, ce genre de choses. Les filles ce midi défilent dans des robes kabyles. Donc la robe blanche ici qui est portée par Lily, c'est une robe qui est portée le lendemain du mariage. Celle-là, elle est portée pour différentes occasions, notamment pour des petites soirées à la maison là, avec des invités. On parle le français et 60 langues locales, qui lui se porte plutôt dans des occasions spéciales. Et c'est des vêtements qui nous ont été prêtés par Olga Dadier, qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Le haori, c'est une petite veste qu'on met par-dessus le kimono. C'est un vêtement qui est porté par les femmes, surtout. Qui défile dans un djebba. Donc, Tunisie, la capitale Tunis, la langue officielle, on y parle l'arabe. Ça, c'est vraiment le vêtement de tous les jours. Donc, tu vas à l'épicerie avec eux. Il va être porté aussi dans les fêtes et les cérémonies. En Nouvelle-Calédonie, donc on a Alexia qui porte une robe popinée. C'est très beau comme mot, je trouve, une robe popinée. C'est une robe qui a été imposée par les missionnaires. Cameroun, Afrique centrale, capitale Yaoundé. On parle le français, l'anglais et 300 langues locales. Mohamed porte le vêtement coutumier. La robe traditionnelle est portée pour le jour de l'an chinois, pour des mariages et des événements festifs. Ce sont des robes qui ont été prêtées par Citérisaine. Et elles sont magnifiques. Capitale New Delhi. On parle le hindi et 230 langues locales. Et la robe que Rosalie porte en ce moment s'appelle un salwar kameez. Alexia porte la cubierta peruana, qui est une couverture qui sert pour se garder au chaud, mais qui peut aussi servir de sac à dos. Les femmes portent leur bébé dans leur dos avec cette couverture-là. C'est le costume du Québec qui est porté par Mohamed. Mohamed porte la ceinture fléchée. La ceinture fléchée qui est un symbole de l'identité québécoise, mais aussi des Autochtones. Ça serait quoi les commentaires des jeunes, des nouveaux étudiants là, qui ont eu à s'intégrer avec l'aide d'un autre étudiant de la place? Je crois qu'ils ont été assez contents pour participer eux-mêmes à la brigade repère cette année. Donc je pense que ça montre qu'ils ont comme vraiment apprécié l'accueil qu'ils ont eu, puisque là, les 2 jeunes accueillis font partie de la brigade repère cette année. C'est-tu nouveau, ça, la brigade repère? Ça fait pas très longtemps que ça existe. Ça a été créé justement parce qu'il y avait des jeunes qui commençaient à arriver de l'extérieur. Là, c'est la 2e année ici, puis c'est la 1re année à Grande-Rivière. Avez-vous une idée, il y a combien de différentes cultures qui est ici, qui s'est installées, différentes nations? Ici, de pays, je crois qu'on a comme une 20aine de pays qui sont représentés, pas dans l'école, là, mais dans la communauté autour. Là. Ça fait-tu longtemps que vous vous préparez? Ah, puis on a eu une tempête de neige qui nous a un peu coupé court, mais oui, ça nous a pris quelques préparations, quelques essayages, des rencontres avec les jeunes. Puis la chose que j'aurais surtout ajoutée, c'est que c'est une idée des jeunes de la brigade repère. Puis nous, on les a juste comme aidés à monter ça. C'est leur idée, puis c'est ce qu'eux avaient envie de faire. Donc c'est eux qu'il faut féliciter pour ça. Là. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie discute de l'importance de soutenir la culture chez les jeunes en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud, qui était de passage à Sainte-Anne-des-Monts à l'occasion du concert bénéfice du Garage à musique.
J'ai la chance d'être avec Patrice Michaud. Patrice, que j'ai eu en entrevue il y a une couple d'années, mais par visioconférence, parce qu'on était dans la pandémie. Absolument, mais la première, si on faisait l'exercice de mémoire, la première fois qu'on a fait une entrevue ensemble, ça remonte à plusieurs... on peut presque parler de décennies, là, une couple de décennies. Oui, c'est ça, ça fait un petit bout là, qu'on en a fait. Mais disons que la dernière était en visioconférence. Oui, et là, je suis contente parce que je suis vraiment avec toi, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Je suis là en appui pour participer à la levée de fonds, parce que c'est un spectacle bénéfice pour le garage à musique de la Haute-Gaspésie et tous les services qu'il dispense à travers la région pour nos jeunes qui ont accès à des cours de musique, à des instruments de musique, à des professeurs bénévoles, passionnés, tout ça gratuitement. J'aurais aimé ça, avoir accès à ça plus jeune. Je trouve ça extraordinaire. Faut dire que c'est assez inusité parce que il y en a un à Montréal et sinon les autres sont ici, sont chez nous. C'est vraiment une expertise qui se développe. J'ai toujours été très touché par ce projet-là. C'est pas la première fois que je m'implique auprès d'eux, mais là, j'ai répondu assez facilement oui à la demande de la gang du Garage à musique pour venir participer au spectacle bénéfice. Mais dans le fond, qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Tout ça, mais on pourrait concentrer ça en se disant qu'il faut accorder toute l'importance que mérite chaque geste qu'on pose auprès de nos jeunes dans le domaine culturel. Le domaine culturel, ça sera toujours un débat interminable et inachevé sur est-ce qu'on doit investir en temps, en argent, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça rapporte. Qu'est-ce que ça rapporte? J'en sais rien, puis je m'en sacre. Qu'est-ce que ça provoque chez des enfants, chez des jeunes? Ça se mesure. Puis des fois, ça se mesure automatiquement. On peut voir un enfant, un jeune, comme on en avait tantôt en prestation. Mes amis professeurs me disaient, cette demoiselle-là, elle jouait du piano, elle est toute gênée, elle n'a jamais chanté. Puis là, elle est complètement épanouie, puis elle découvre qu'elle a une voix, une superbe de voix. Ça peut être ça, mais on peut aussi planter quelque chose qui va pousser des années plus tard. Sur la confiance en soi, sur cette capacité à se servir de sa créativité, de son imagination, dans un tout autre domaine que la musique ou un domaine artistique. Ça, c'est important. Chaque geste comme ça compte. Puis moi, je suis là pour appuyer ça puis encourager ça. On voit que la jeunesse, pour toi, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là qui poussent puis qui auraient le goût de devenir un artiste comme Patrice Michaud? Bien, écouter sa petite voix intérieure, ne pas avoir peur de se planter, de tomber, parce que c'est pas un domaine où il y a un petit manuel qui existe en disant « Faites pas ça, faites juste ça, puis tout va bien aller », ça marche pas comme ça. Je le dirais aussi... Je veux dire, soyez déterminés, allez jusqu'au bout de votre passion, mais en même temps, si cette passion-là s'accorde avec d'autres choses dans la vie, c'est correct. On peut se réaliser en musique, on peut se réaliser en art sans nécessairement que ça devienne notre métier. Puis c'est ça qui est important, parce que sinon, je vais juste parler à une fraction de ces jeunes-là. C'est comme si on parlait à tous nos jeunes du hockey mineur de la région, puis on lui disait « Vas-y, continue, tu vas y aller dans la Ligue nationale. » C'est pas ça la réalité. C'est « Vas-y, continue. Tu vois ce que ça te fait de pratiquer ce sport-là? Tu vois ce que ça te fait de pratiquer des arts? Ça, chéris ça, puis garde-le avec toi, puis cultive-le. Puis si tu te ramasses là-dedans plus tard, tant mieux. Puis si tu fais d'autres choses dans la vie, puis que ça, là, c'est comme ta libération de ménage la fin de semaine, là, c'est tout aussi important. C'est bon, c'est ça. Toi, quand tu étais jeune, j'imagine que tu n'avais jamais imaginé que tu deviendrais le Patrice Michaud que tout le monde écoute. Évidemment pas. Il n'y a pas grand-chose qui laissait... Les indicateurs pointaient pas par là. J'étais pas un musicien si talentueux, ni si... Bien, passionné, oui, mais... Pas plus que les autres qui tripaient sur la musique. C'est vraiment Tout ça, ça s'inscrit dans un parcours, une série de rencontres, des expériences, des études en littérature. Le fait qu'à un moment donné, ma passion pour la littérature puis ma passion pour la musique se croisent puis que ça arrive à peu près sur la chanson. J'ai pas 22 ans quand ça se produit. J'ai presque 30 ans.
J'ai joué avant ça, évidemment. Bon, les gens de la région me connaissent bien, là. Je veux dire, j'ai joué dans le cours d'Exploramer, j'ai joué à Halte Routière à Cap-Chat, au centre de plein air, au bord des pêcheurs à 16 ans. Ils me cachaient dans le bureau quand il y avait des descentes de police. De très, très beaux souvenirs, évidemment. Mais il n'y a rien qui m'indiquait que ça allait devenir un métier puis que j'allais, comment dire, que le reste de ma vie allait graviter professionnelle autour de ça. C'est une belle surprise, je suis content, puis je le fais avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de passion. Puis je suis content de la, comment dire, de l'espace que je me suis créé dans le domaine artistique au Québec, mais non. Il y a juste ma mère, Gaétane, qui aurait dit, moi je le savais. Elle dit, gars, lui, là, son petit doigt, il le savait. Sinon, tout le monde reste surpris. Pour terminer, Patrice, j'aimerais ça savoir, peut-être dans le secret des dieux, hein, il n'y a personne qui nous écoute, donc... on est entre nous, oui, c'est avec ça, nos 150 000 auditeurs. Oui, c'est... Tu peux me le dire, mais qu'est-ce qui s'en vient pour Patrice? Tu sais, on sait très bien qu'il y a eu un petit break, là. Ouais. Mais là, présentement, tu es relancé à 100 000 $. Oui, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'en vient dans les prochains mois ou les prochaines années? Un des gros projets pour moi qui s'en vient, les tournages commencent très, très bientôt. Je vais être à la barre, je vais être à l'animation d'une émission de télé. Oui, qui va entrer en ondes l'automne prochain sur RTV, la chaîne de Radio-Canada. C'est une émission qui va s'appeler Au bar central. C'est une espèce de... C'est pas un magazine, mais c'est carrément une espèce de rendez-vous 5 à 7 culturel dans un bar entre moi, 3 invités et le public, où on jase, on partage, on défend, on célèbre nos coups de cœur artistiques. Ceux qui nous ont fondés en tant qu'individus jusqu'à ce qu'on vient de découvrir la semaine passée. C'est super excitant. J'ai pas fait de télé depuis Star Academy. Oui, c'est ça. Absolument. C'est dans un tout autre contexte. Là, c'est monté. On a une super belle équipe. C'est la gang de Urbania qui est à la production de l'émission. Fait que ça, c'est ce qui m'attend dans les prochaines semaines. On commence ça. J'ai vraiment hâte. J'ai d'autres projets sur le feu aussi. Il faut que j'attende encore avant d'en parler parce que c'est pas, les signatures sont pas en bas à droite sur toutes les feuilles. Puis sinon, j'essaie d'écrire des nouvelles chansons. En fait, j'y arrive. J'essaye plus que j'y arrive, mais je finis par y arriver. Puis à un moment donné, on va assembler ça puis on fera un nouveau disque. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Patrice. C'est de l'heure parce qu'on aurait pu faire une émission d'au moins une demi-heure avec toi. Oui, on n'aurait pas peur de ça, toi puis moi. Là. C'est juste qu'après ça, on va tomber d'un cancan puis d'un vieil joke gaspésienne, mais on n'aurait pas peur de ça. Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est tout pour cette édition du Bulletin des régions. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.